Au sud de La Rochelle, le village d'Angoulins, 4000 habitants, des parcs à huîtres, des cabanes de pêcheurs sur pilotis et une vue imprenable sur le Fort Boyard. Un panorama idyllique qui a bercé toute l'enfance de Laure et Éric. Ils sont frères et sœurs. Leurs parents étaient agriculteurs et exploitaient les champs autour du village. C'était des parcelles qui étaient cultivées par nos parents, en fait, ça. Et puis papa aimait bien regarder le rail, là. Tous les bateaux qui rentrent à la palisse. La palisse, ouais. Éric, l'aîné de la famille, et Laure, la plus jeune, ont grandi tout près d'ici, dans cette ferme qui appartient aujourd'hui à leur frère Noël, le cadet de la fratrie. Mais il y a 6 mois, ils se sont fâchés avec lui à cause d'un problème d'héritage. Et la maison familiale leur est désormais interdite. On a senti qu'on n'était plus les bienvenus. On m'a privé de ma maison, d'un bout de ma maison. C'est un ensemble de nos racines, de notre enfance, de nos viscères. C'est chez nous. Enfin, et aujourd'hui, c'est plus chez nous. À la mort de leurs parents, Éric, éleveur bovin, et Laure, cadre logistique dans un hôpital, étaient d'accord pour que leur frère Noël récupère la ferme. Mais c'est lorsqu'il a fallu partager les terres familiales que le conflit a éclaté. La succession est aujourd'hui complètement bloquée. On a déjà lourd à porter. On a quand même 2 deuils. On a quand même nos 2 parents coup sur coup. On n'a quand même pas eu beaucoup de temps pour s'en remettre. Et on s'est promis sur le parking de l'hôpital, le soir du décès de papa, que surtout, fallait qu'on soit soudés, quoi. Et aujourd'hui, on en est à se parler par notaire interposé. Je comprends pas. C'est une querelle d'héritage, et donc faut qu'on arrive à sortir de là. Aujourd'hui, Éric et Laure ne parlent plus à leur frère. Noël Michaud, propriétaire de la ferme et de son moulin en ruine, transformé en bunker par les Allemands pendant la dernière guerre. D'ici, il a une vue imprenable sur les terres familiales. On ne peut pas se lasser de cette vue. Ces quelques hectares de champs très bien situés en bord de mer sont aujourd'hui au cœur de la discorde entre Noël, son frère et sa sœur. Disons que moi, je voudrais devenir propriétaire des terres en leur payant, en leur achetant. Mon objectif, il est là. Je veux surtout sécuriser cette exploitation. Je ne veux pas disparaître. Et eux, a priori, ils ne sont pas d'accord avec ça? Non, a priori, pour l'instant, non. Ils ne sont pas d'accord avec ça. Ils veulent devenir propriétaires de certaines parcelles. Là-dessus, il y a un gros différend qui amène à une situation de blocage aujourd'hui. Si frères et sœurs sont aujourd'hui à couteau tiré, c'est sans doute parce que les parents, Henri et Bernadette, n'avaient rien prévu pour leur succession. Une négligence qui a semé la discorde au sein de la fratrie. Ça me désole des fois. Quelque part, oui, ça me désole. Pourquoi? Parce que normalement, des frères et sœurs, c'est une famille, quoi. C'est une fratrie. Théoriquement, il y a les liens du sang, comme on dit. Et là, je pense que les liens du sang ont disparu ou se sont éloignés. Temporairement ou définitivement, je ne sais pas encore, mais les liens sont plus là, quoi. Une fratrie qui en vient à se déchirer quand les parents disparaissent, c'est un grand classique en matière d'héritage. Chaque année en France, les notaires enregistrent plus de 300 000 déclarations de succession. On estime que dans un tiers des cas environ, les choses se passent mal. Aujourd'hui, on est passé devant un tribunal. Nous, la fratrie Michaud, Éric, Noël et Laure. Tu crois que nos parents, c'est ce qu'ils auraient imaginé? Pour ceux qui survivent aux disparus, l'héritage questionne la place de chacun dans la famille, cristallise les vieilles jalousies entre frères et sœurs, fait ressortir les blessures d'enfance. Ils ont perdu leur frère. Ils le savent peut-être pas, mais ils l'ont perdu. Mal préparées, les successions sont souvent explosives. La France entière en a pris conscience à la révélation du testament de Johnny Hallyday, excluant 2 de ses enfants. Pour éviter les problèmes, certains ont décidé d'anticiper leur succession. C'est le cas des 68 héritiers du château de Septem. Ils sont tellement nombreux que la vieille bâtisse est devenue ingérable et risque d'échapper à la famille. Pour la sauver, les anciens vont la céder à un jeune couple. Mon cher Benoît, je suis ravi de te les transmettre. Merci, Gabriel.
L'objectif final de tout ça, c'est que la famille reste unie. Benoît et Blandine vont faire revivre le château en l'ouvrant au public. En échange, la famille conserve le droit d'y passer ses vacances d'été. Et entre deux groupes de touristes, la cohabitation ne va pas être simple. Ça fait partie du décor, exactement. Il arrive aussi que certaines successions se retrouvent bloquées pendant des années. Frédéric a perdu ses 2 parents, qui laissent derrière eux un patrimoine de près d'1 million d'euros. De quoi changer la vie de ce chômeur longue durée. Mais s'il veut hériter, il doit d'abord retrouver son frère, disparu il y a plus de 20 ans, et qui serait devenu SDF. Je recherche mon frère qui est dans la rue. Moi, ça fait 21 ans que je ne l'ai pas vu. Si, sa tête, ça me parle. J'ai les moyens de pouvoir changer sa vie. Parce qu'elle mêle la famille, l'argent et la mort, les successions sont encore trop souvent un sujet tabou. Un sujet qui pourtant nous concernera tous un jour. À Angoulins, au sud de La Rochelle, c'est parce que ses parents agriculteurs n'ont pas préparé leur succession que Noël Michaud est aujourd'hui brouillé avec son frère et sa sœur. Tout commence au décès de sa mère. Quelques jours avant de mourir, il y a 2 ans, elle fait une donation partage à ses 3 enfants. Noël récupère la ferme, d'une valeur de 250 000 €. Éric et Laure, qui ne souhaitent pas la reprendre, héritent chacun d'une somme d'argent équivalente. Mais la mère n'a pas le temps de décider ce qui doit advenir des terres familiales. Quelques hectares de champs qui suscitent toutes les convoitises. C'est à ce sujet que le conflit éclate. Noël a besoin de ces champs pour pérenniser son exploitation, mais son frère et sa sœur refusent de les lui vendre. C'est l'attrait de l'argent qui fait que les choses se sont envenimées comme ça, quoi. J'ai plus aucun contact avec mon frère, ma sœur, mes neveux, nièces. C'est l'argent qui a détruit ça. On a l'impression d'être comme des gosses qui se battent pour un jouet, quoi. Mais les enjeux sont pas les mêmes, quoi. L'argent fait tourner les têtes, car ici, la terre peut valoir de l'or. À Angoulins, au bord de l'océan, la pression immobilière est très forte. Autour de la ferme, les lotissements et les zones commerciales gagnent chaque année sur les champs. Et ici, lorsque les parcelles agricoles passent constructibles, leur prix peut être multiplié au moins par 100. D'après Noël, voilà pourquoi son frère et sa sœur refusent de lui vendre les champs qui appartiennent à la famille. Il est persuadé qu'ils veulent les garder, dans l'espoir qu'un jour ils deviennent constructibles. Moi, mon but, c'est de cultiver, c'est pas de faire pousser des maisons. J'ai du mal à admettre qu'on puisse penser gagner beaucoup d'argent en vendant une parcelle, parce qu'elle est passée constructible, alors que nos parents et grands-parents ont tout le temps travaillé dessus, et qu'au jour d'aujourd'hui, c'est encore possible, quoi. Même s'il y a de la demande et de la pression en construction, on n'est pas obligé de céder à cette pression. Aujourd'hui, le conflit qui oppose Noël à son frère et à sa sœur commence à rejaillir sur tout son entourage. Son fils Jimmy, 17 ans, en apprentissage sur la ferme. Sa femme Isabelle et Marie, leur fille de 14 ans, sont régulièrement réquisitionnés pour aider à préparer les semis pour le potager. Tout le monde participe. Oui, c'est vrai que notre fille, on a du mal à la faire participer. Ça dépend de mon envie. Comme ça, tu auras les doigts sortis au vernis, Marie. La querelle qui oppose Noël à sa fratrie est devenue omniprésente dans le quotidien familial. On essaye de les préserver, mais honnêtement, on n'y arrive pas. Parce que justement, on est beaucoup ensemble, donc je veux dire, la pression, ils la ressentent. C'est vrai que c'est dommage de se dire qu'une famille peut en arriver là, quoi. Peut en arriver à un moment où plus personne va se parler et où c'est de plus en plus compliqué. Le conflit familial est d'autant plus perturbant que cette nouvelle vie à la ferme est un grand changement pour tout le monde. Noël a quitté son emploi de mécanicien agricole et toute la famille l'a suivi pour venir vivre sur les lieux de son enfance. Une maison vétuste, dans la famille depuis 4 générations et à l'intérieur de laquelle rien n'a changé depuis plus de 40 ans. Donc là, c'était une chambre, ça, enfin à part, hein, dans son jus, comme à l'époque. Le papier peint à fleurs, oui, mais on l'a toujours connu là, oui. L'intérieur aurait bien besoin d'une grosse rénovation, mais Noël n'en a pas les moyens. Pour l'instant, la ferme ne rapporte pas assez pour faire vivre 4 personnes. La famille se débrouille avec à peine 1 000 € par mois.
Donc là, c'est vrai que financièrement, forcément, on ne peut rien faire. On verra ça quand on aura les moyens. De l'argent pourtant, il y en a. Pour payer les frais de succession, Noël, son frère et sa sœur ont vendu ce terrain constructible à un promoteur immobilier. Ils doivent se partager plus d'1 million d'euros. Mais comme ils se disputent sur le reste des parcelles, le notaire a placé l'ensemble de la somme sous séquestre. Aujourd'hui, Noël a l'impression qu'en refusant toutes ses propositions de partage, son frère et sa sœur font traîner le conflit pour mieux l'étrangler financièrement. On épuise le peu de réserve qu'on avait, on est en train de les épuiser, quoi. Est-ce qu'on tiendra jusqu'à l'été? Peut-être, en serrant la ceinture, mais pas beaucoup plus, quoi. L'agriculteur se sent totalement coincé. Alors pour débloquer l'argent séquestré chez le notaire, il va prendre une décision radicale. Quelques jours plus tard, ce matin, exceptionnellement, Noël n'est pas dans ses champs. Il a décidé de passer à l'attaque. Il n'y a pas de discussion, aucun accord en vue, donc on va au tribunal. De toute façon, depuis le début du conflit, voilà, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Nous, on ne peut plus attendre, quoi. Financièrement, on ne peut plus, et moralement aussi, parce que ce serait bien d'en finir. Accompagné d'Isabelle, Noël a rendez-vous sur le vieux port de La Rochelle, chez un avocat. Il a l'intention d'assigner son frère et sa sœur en justice pour les contraindre d'accepter un déblocage des fonds de la succession. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Michaud. Madame Michaud. Allez-y, je vous en prie. Installez-vous. Au niveau de cette assignation, j'assigne votre frère, votre sœur. L'idée, c'est un petit peu d'expliquer en fait qu'il y a bien des fonds disponibles, des liquidités, pour demander une avance sur ce qui est actuellement séquestré chez le notaire. Voilà en termes de procédure ce que je peux vous en dire. Mais au moment de lancer les hostilités, Noël a des états d'âme. Ça fait bizarre d'envoyer une assignation. Son frère et sa sœur. Ça, c'est humainement, c'est pas logique, mais bon. C'est comme ça. Et nous, on n'a pas le choix, il faut qu'on arrive à vivre, quoi. Donc, aujourd'hui, je peux vous garantir qu'on a du mal à vivre. Et si elle est favorable, voilà, vous aurez les liquidités, puis après, vous pourrez faire face aux dépenses, la courante pour votre exploitation agricole, vivre. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça? Ça m'inspire toujours le sentiment de colère, de désolation qui continue parce que c'est écœurant. C'est écœurant et envoyer une assignation auprès de son frère et de sa sœur, c'est dur. Voilà, c'est tout. Enfin bref. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Et quelques jours plus tard, dans un autre bureau d'avocat, c'est pas possible. Il peut pas être devenu comme ça. On fait pas ça à sa propre famille, à moins qu'on soit fâchés depuis des générations. Mais là, non. Éric et Laure viennent de recevoir l'assignation de leur frère. Ils sont sous le choc. Moi, je ne comprends pas la situation. Je comprends pas qu'on en arrive là. Peut-être qu'il a une vraie raison, hein, mais qu'il nous la dise, quoi. Pour en arriver là, s'il a une grosse rancœur, s'il a quelque chose, mais qu'il nous le dise, parce que... Effectivement, c'est pas un tribunal qui va gérer quoi que ce soit. Quelle réaction vous avez eue quand vous avez reçu cette assignation? Du dépit. Du dépit, du mécontentement, parce que on n'a pas été élevé dans cette façon-là. C'est compliqué d'emmener sa famille au tribunal quand même. Laure et Éric n'ont toujours pas l'intention de vendre leur part des terres familiales à Noël. Mais d'après eux, ce n'est pas une question d'argent. S'ils veulent les conserver, ce n'est pas pour les vendre un jour à un promoteur, mais pour rester proches de leurs racines. Donc aujourd'hui, tout ce que je veux, c'est garder un bout de ce que mes parents ont bâti. Et pouvoir dire aussi à mes enfants qu'il leur reste un bout de leurs grands-parents, parce que mes enfants souffrent énormément de
de ne plus retourner à Angoulins comme on avait l'habitude d'y aller. C'est symbolique? Plus que symbolique. C'est un bout de notre cœur. On ne peut pas traiter ce dossier comme on traite un bilan comptable ou une balance commerciale et se dire chacun a droit à tel lot et on n'en parle plus. Il y a un affect, c'est-à-dire vous avez en plus qui vient de se greffer l'amour de la terre. C'est un peu viscéral. Malgré l'assignation de Noël et la violence du conflit qui les oppose aujourd'hui, Laure veut croire que le dialogue est encore possible. Pour le moment, c'est mon frère. De toute façon, je crois que ce sera toujours mon frère. J'en ai que 2. On n'a plus nos parents. Je lui pardonne encore. Il y a encore de l'amour? C'est normal. Oui. Je vous raccompagne en vous remerciant pour votre confiance. C'est donc devant un tribunal que frères et sœurs vont se retrouver dans quelques semaines. Une décision qui restera gravée à jamais dans l'histoire d'une fratrie, jusqu'ici soudée autour des 2 parents. Henri, le patriarche autoritaire, disparu prématurément, et Bernadette, la mère, partie sans laisser de testament. Des parents qui n'auraient jamais pu imaginer qu'un jour, leurs enfants se déchireraient par avocat interposé. À Paris, dans le 19e arrondissement, un autre homme est lui confronté à une histoire de succession impossible. Frédéric a 56 ans, il est au RSA et vit dans cet appartement vétuste. Il y a 2 ans, cet infographiste au chômage a perdu ses 2 parents coup sur coup. Et potentiellement, cela fait de lui l'héritier d'un patrimoine qui avoisine le 1 million d'euros. Alors ça, c'était la maison de mes parents, à côté de Bordeaux. C'est la dernière maison qu'ils ont connue avant leur décès. Et il y a une 2e maison à Biscarrosse, à côté du lac. Mon père était directeur commercial d'une grosse entreprise. J'ai connu le Club Méditerranée, les vacances de ski, les vacances d'été. J'ai toujours été dans un cadre aisé, on va dire. Une enfance dorée que Frédéric a passée aux côtés de son frère Gilles, de 3 ans et demi son aîné. Les 2 garçons ont grandi à l'ombre de leur père, cadre supérieur fier de sa réussite, mais aussi rigide et à l'autorité écrasante. Quand il était là, c'était tranchant. Il n'y avait pas de discussion. C'était pas quelqu'un qui discutait, c'est quelqu'un qui imposait, plutôt. À l'adolescence, les 2 frères ont voulu rompre avec le milieu bourgeois dans lequel ils ont grandi, à tel point que Gilles a fini par couper les ponts avec toute la famille pour disparaître dans la nature il y a plus de 20 ans. Sa décision a aujourd'hui de lourdes conséquences sur l'héritage familial. Ça fait 2 ans maintenant que j'attends que l'on retrouve mon frère. Le notaire bloque la succession parce que mon frère est absent. C'est une histoire impossible, donc je me trouve dans une impasse. Ni considéré comme mort, ni physiquement présent, Gilles, l'héritier manquant, paralyse toute la succession. Le notaire a bien envoyé un généalogiste sur sa piste, mais en 2 ans, Frédéric n'a eu aucune nouvelle. Alors il a décidé de prendre les choses en main. Ce matin, il part pour le sud-ouest, là où ses parents ont vécu. Là aussi où son frère avait ses habitudes. Je descends à Bordeaux pour essayer de retrouver mon frère aussi, et pour faire un peu l'état des lieux sur les 2 maisons. Je suis tout seul en plus à gérer tout ça, donc c'est parfois difficile. Jusqu'à leur décès, les parents de Frédéric vivaient à Saint-Jean-d'Illac, une banlieue résidentielle de Bordeaux, dans ce lotissement huppé. Frédéric y revient 1 ou 2 fois par an pour surveiller la maison. Une bâtisse imposante de 200 mètres carrés. À chaque fois, des mauvaises surprises l'attendent dans la boîte aux lettres. 10 fois plus de courrier que ça. Les relances, les relevés d'eau, des impôts, une notification d'avis à tiers détenteur. Voilà. Il y a 2500 €. Ça correspond sûrement aux impôts locaux. C'est pour la succession, c'est-à-dire
à moi et à mon frère. Et vous avez de quoi payer? Ah non. Ce qui met une pression supplémentaire. Alors que je ne peux rien faire. Quoi. Avec ses 870 € de revenus mensuels, Frédéric est évidemment incapable de faire face à toutes les charges de la maison qui s'accumulent depuis la mort de ses parents. Impossible de payer les factures, notamment le chauffage. Résultat, à chacune de ses visites, Frédéric traque la moisissure qui s'étend dans les pièces. Et il y a plus inquiétant. Alors il y a des petites dégradations. Comme la maison n'a pas été chauffée de tout l'hiver, les murs bougent. Alors que si la maison avait pu être chauffée, j'aurais peut-être pas rencontré ce genre de problème en arrivant. Quoi. Ça, c'était pas là avant? Ah non, ça, c'était pas là avant. Et puis c'est dans plusieurs pièces aussi, comme ça, apparemment. Encore plus grave, Frédéric n'a pas les moyens de payer les 330 € d'assurance annuelle de la maison. Il y a quelques mois, cela aurait pu finir en catastrophe, lorsqu'un incendie a pris dans la haie du jardin. Là, c'était simplement la haie, mais si la maison brûle, je perds tout. Si la maison n'est pas assurée, je perds tout. Moi et mon frère. C'est-à-dire que le patrimoine est totalement anéanti. Une maison estimée à près de 500 000 € qui a failli partir en fumée. Et les parents de Frédéric possédaient aussi une résidence secondaire à 1 heure de route, au bord du lac de Biscarrosse. Celle-ci a été estimée à plus de 300 000 €. Waouh, ça va être dur de passer là. Frédéric n'y est plus revenu depuis qu'il a débarrassé les meubles après la mort de ses parents. Oula, c'est l'état du jardin qui n'a plus rien à voir avec son état d'origine. C'était très vert, très joli. Il y avait un très beau gazon de golfeur. Enfin, ça n'a pas du tout été entretenu, arrosé, et du coup, c'est devenu sauvage. Impossible pour Frédéric d'entretenir ses maisons. Impossible aussi de les vendre, car il lui faudrait l'accord de son frère, l'autre héritier. Une situation absurde qui n'a que trop duré. Les maisons qui sont laissées à l'abandon comme ça, c'est une perte sur la valeur du patrimoine. Hein. Si ça devait continuer plusieurs années, là, les maisons deviendraient des ruines. Hein. Et c'est un gâchis. Un gâchis que Frédéric est bien déterminé à empêcher avec ses petits moyens. Au volant de la voiture de ses parents, il va se lancer sur la trace de son frère disparu. Frédéric est persuadé que Gilles n'a jamais quitté le sud-ouest, la région où il a passé toute sa vie. Là aussi où il a eu une fille, à qui il a fini par tourner le dos, comme au reste de sa famille. Coucou, ça va? Bonjour. Léa, la nièce de Frédéric, a 29 ans. Elle a travaillé comme auxiliaire de vie avant d'avoir ses 3 enfants. Tu viens voir les petits? Ouais, allez voir les petits. Voilà les bébés. Oh, la tête. Oh là là. T'as bien dormi? Il est pas content, Hugo. Tu veux un café? Allez, on va prendre un petit café. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu votre père, Léa? 26 ans environ. Vous aviez quel âge quand il est parti? 3 ans. J'ai 3 ans. Vous avez des souvenirs ou... Sur des photos. J'ai pas le souvenir du son de sa voix ou quoi que ce soit. De son père, Léa ne possède que ces quelques photos, dont celle-ci. Gilles pose avec sa fille dans les bras, juste avant de disparaître définitivement. Et ça, c'est quand il était petit. Alors ça, par contre, je ne connaissais pas, celle-là. Ah oui? Ah. Pour l'instant, Léa n'est pas concernée directement par cet héritage. Ce qu'elle veut surtout, c'est en savoir plus sur son père. Je voudrais le revoir. Je ne vais pas lui demander des comptes. Je veux juste au moins le voir en vrai. Entendre sa voix et puis oui, l'avoir en face de moi. Enfin, c'est mon père, c'est mon géniteur. J'ai pas de souvenir de lui. S'il veut pas me voir, je l'oblige à rien. Mais bon, j'aimerais bien, au moins une fois. Léa sera peut-être bientôt fixée. Demain, Frédéric reprend la route pour suivre une piste qui, il l'espère, pourrait le mener jusqu'à son frère et enfin débloquer l'héritage de ses parents. Les successions compliquées
c'est la crainte des propriétaires de châteaux. Car au moment de la transmission, il y a toujours un risque que ces demeures échappent aux héritiers à cause des frais d'entretien. C'est ce qui risque d'arriver à la famille de Gabriel de Sainte-Marie, 70 ans. Cet ancien directeur commercial est issu d'une grande famille aristocratique, propriétaire du château de Septem depuis près de 250 ans. Un magnifique château à 40 km de Lyon, construit entre le 9e et le 16e siècle, est classé monument historique. La particularité de ce lieu, c'est d'être une résidence secondaire régulièrement habitée par ses propriétaires. Gabriel de Sainte-Marie vit à Paris. Chaque été, il retrouve toute la famille ici pour les vacances. Ici, on va dans la salle à manger. Voilà. Donc ici, la famille se réunit, les jeunes se mettent au bout, et puis quand les vieux disparaissent, on progresse. Puis un jour, on est tout fiers d'être au milieu, puis on se rend compte qu'on est très vieux. Voilà. Et maintenant, je suis au centre. Gabriel de Sainte-Marie est l'aîné de la famille. Mais aujourd'hui, celle-ci s'est tellement agrandie que le château n'est plus gérable. La question de la transmission se pose. Plus on est nombreux, plus ça devient difficile de se mettre d'accord sur une direction à prendre pour cette propriété. Qu'est-ce qu'on veut en faire? À 25, aujourd'hui, on y arrive, mais pas toujours facilement. Génération suivante, on sera plutôt côté de 60. C'est pas simple. Hein. Donc, il faut trouver une solution qui soit un compromis acceptable pour tout le monde. L'objectif final de tout ça, c'est que la famille reste unie. Vendre le château serait la pire des solutions, chacun ayant ici de nombreuses attaches sentimentales. Les chambres ont toutes des noms, qui en général font référence à la personne qui l'a occupé le plus régulièrement. Ça, c'est la chambre de Suzanne. Et Suzanne, c'était ma mère. Moi, je l'ai toujours connue comme ça. Elle n'a vraiment pas bougé, celle-là. La plupart des chambres n'ont absolument pas bougé. Le lieu a une grande valeur historique. Plusieurs rois de France y ont séjourné. Ici, le temps semble s'être arrêté, et c'est surtout cela qu'aime la famille. Une autre pièce fondamentale, c'est celle-là. C'est ce qu'on appelle l'office, parce que on y prend les petits déjeuners. Ça n'a pas changé. Et ça, c'est la cuisine, qui a très très peu évolué, si ce n'est qu'on est passé des chaudières à bois aux chaudières à gaz. Et puis, machine à couper le pain. C'est le bruit caractéristique qui prévient celui qui est dans la cour qu'on est en train, que bientôt on va passer à table. Inoubliable. Pour payer les charges du château, estimées à plus de 100 000 € par an, les plus anciens de la famille avaient créé une société immobilière, une SCI. Mais la jeune génération sera trop nombreuse pour la gérer. Gabriel et ses cousins leur ont donc demandé de trouver une solution. On aurait pu dire simplement, on fait rien. Ils hériteront des parts de la SCI, hein, et puis ils se débrouilleront avec. Et puis il se trouve, et on a de la chance, que parmi la génération qui me suit, il y a un jeune couple qui dit moi ça me passionne, on va vous présenter un projet. Et c'est ce qu'ils font, c'est Blandine et Benoît. Ce jeune couple vit à Viroflay, dans la banlieue parisienne. Marie-Liesse, Thaïs? Marie-Liesse, tu mets les chaussures? Blandine et Benoît Deron ont 4 enfants. 2 garçons, Gabriel et Louis, et 2 filles, Marie-Liesse et Thaïs. Aujourd'hui, toute la famille ne pense qu'à ce grand projet, habiter un jour le château de Septem. Ce qui va être pratique, c'est pour chauffer, donc on va avoir des corvées de bois. Et il faut sortir de la maison et faire le tour. Toutes les 3 heures, il faut aller remettre des bûches. Le chauffage central parisien va nous manquer. Donc nous allons faire un petit tour de service de bois, corvée de bois. En plus de Blandine est l'une des 68 héritières du château. Enfant, elle y passait toutes ses vacances avec ses cousins et cousines. Puis elle s'y est mariée avec Benoît il y a 13 ans. Pour régler le problème de la succession,
ils ont proposé de reprendre le château en rachetant les parts de la génération actuellement propriétaire. Mais le sujet est sensible, car cette solution ne fait pas l'unanimité. Il y a une partie de la famille qui dit effectivement c'est devenu trop lourd, faut s'en séparer. Voilà, on est content d'avoir eu cette propriété un temps, on a vécu des belles choses, etc. Mais aujourd'hui c'est compliqué. Et puis après il y a quand même une bonne partie de la famille qui dit non, il faut pas s'en séparer, il faut trouver une solution. Donc c'est ça le sujet actuel. Reprendre un château de cette taille représenterait un poids financier pour le couple. Blandine est thérapeute, Benoît consultant. Les revenus de la famille ne suffiraient pas à l'entretien du domaine. Alors, ils ont eu l'idée de transformer le château en destination touristique. Pour l'instant, c'est une maison de famille, voilà. Et on sait aujourd'hui que garder un lieu comme ça en maison de famille à 99%, on va dire, c'est pas viable. Et qu'il faut y adjoindre une activité commerciale pour avoir des revenus. Transformer le château familial en attraction ouverte au public toute l'année, le couple a peur que cela ne plaise pas vraiment à la famille. D'autant que Benoît n'est pas aristocrate. Pour moi qui suis arrivé dans la famille il y a seulement 12 ou 13 ans, c'est difficile en fait d'arriver dans une telle maison. Je pense qu'on ne s'en sentira jamais vraiment propriétaire dans le sens de notre maison particulière d'aujourd'hui. C'est pas comme si on achetait un bien neutre, une entreprise, voilà, il y a l'affectif en plus. Pour réussir cette succession, Blandine et Benoît doivent donc trouver un compromis qui convienne à toute la famille. Quelques semaines plus tard, à Septem, après de longues négociations, un accord a enfin été accepté par la génération de Gabriel de Sainte-Marie, l'oncle de Blandine. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Benoît chez le notaire de la famille. Salut Benoît. Bonjour Gabriel. Ouais, ça va. Très bien. Bon, on va y aller. Ouais, il faut aller signer. Le point final d'une longue histoire. Ouais. Comment vous vous sentez tous les deux? Eh bien, concentré, parce que je me dis, est-ce que j'ai bien relu le document? C'est parce que je représente quand même une famille, c'est pas que moi. Donc si jamais j'ai fait une bêtise, j'ai pas vu quelque chose, c'est toute la famille que j'entraîne. Moi, je suis ému, hein, ouais. Et puis de savoir que Blandine est avec nous depuis Paris. Voilà, donc maintenant, il va falloir qu'on y aille. Benoît est intimidé de traiter avec l'aîné des héritiers du château. Dans l'étude, ils sont reçus par le notaire du village. Voilà, donc on se voit pour régulariser l'acte de la cession du château. L'accord qui a été trouvé précise que si les membres de la famille acceptent de céder leur part du château, en contrepartie, elle pourra continuer à y passer tous ses étés. Un accord plutôt inhabituel qui a l'air de convenir aux deux parties. Oui, c'est assez particulier, effectivement. Écoutez, c'est assez certaine émotion quand même. Je viens dans cette propriété depuis que je suis né, j'ai 70 ans, vous voyez. Et maintenant, je garde un droit d'accès, ce qui me va tout à fait. Enfin, je suis très content que ce soit monsieur et madame Deron qui reprennent ça. Je pense qu'ils ont du talent et l'énergie qu'il faut. Enfin, j'espère. On va donc pouvoir passer à la signature. J'ai regardé dans les archives. En 1000 ans, Septem a été vendu 3 fois. C'est la 4e fois en 1000 ans. Aujourd'hui, les actes de vente sont signés sur une tablette numérique. L'avantage, c'est que ça permet de faire que 2 signatures au lieu de faire la signature sur toutes les pages. Monsieur Deron, allez-y. Donc, signature dans le cadre, s'il vous plaît. Déglutis. C'est le moment. L'instant est historique. Une deuxième signature, s'il vous plaît. Les signatures sont enregistrées. Reste à les reporter sur l'acte de vente. Donc, dès que le message va s'afficher, vous serez propriétaire du château. Mais encore faut-il que l'informatique suive. Et visiblement, ce n'est pas le cas. De quoi y voir un signe pour l'oncle Gabriel. C'est la connexion Internet? C'est la connexion, en fait. Il faut que Il y a une réticence quelque part, ce sont les ancêtres qui résistent. Les forces de l'esprit, comme dit l'autre. Les âmes qui errent dans le château de Septem sont en train de se dire quand même, qu'est-ce qui se passe? On va pas laisser faire ça. Qui cesse de honte d'abord? Mais au bout d'un moment, Internet est rétabli et la vente est effective.
Félicitations, des attestations justifiant que vous êtes propriétaire. Vous recevrez votre acte d'ici quelques semaines. Mon cher Benoît, je suis ravi de te les transmettre. Merci Gabriel. On va essayer d'en être digne. J'ai pas beaucoup de doute là-dessus. Ouais. Pour l'oncle Gabriel, l'essentiel est sauvé. Le château restera dans la famille. Je suis satisfait, content qu'on ait fait ça, un petit peu triste parce que bon, c'est plus tout à fait ma maison, mais content que ça soit leur maison, sachant que normalement ils ont promis que la porte serait toujours ouverte. D'accord? Ça nous oblige. Le message est clair, la porte devra rester ouverte, surtout cet été. Encore faut-il que la famille réussisse à cohabiter avec les touristes. À Angoulins, aujourd'hui, l'agriculteur Noël Michaud va devoir affronter son frère et sa sœur devant un tribunal pour le partage des terres familiales. Cela fait 7 mois qu'il n'a plus aucun contact avec eux. Alors ce matin, il est plutôt tendu. J'ai pas envie de voir mon frère et ma sœur, quoi, ça c'est clair. Hein. Je vois pas pourquoi j'aurais envie de les voir. Après, on va essayer de passer au-dessus. Le problème, c'est que moi, la confiance en eux, elle est disparue et je pense qu'elle aura du mal à revenir de toute façon. Je dis pas qu'elle reviendra jamais, mais elle aura beaucoup de mal à revenir, ça c'est certain. Noël a rendez-vous au tribunal de grande instance de Saintes, devant le juge des référés. Cette procédure d'urgence a pour but d'obliger son frère et sa sœur à un déblocage rapide de la succession. Ce matin, Éric et Laure sont arrivés ensemble, toujours un peu sous le choc de revoir leur frère dans de telles circonstances. Jamais je n'aurais pensé en arriver là. Et croyez-moi, je pense que mes parents doivent se retourner de là où ils sont, quoi. Parce que jamais ils auraient souhaité ça. C'est vraiment face à eux, pour eux, vraiment j'en suis malade. Reste à savoir comment renouer le dialogue, après de longs mois passés sans aucun contact. C'est pas moi qui ai demandé à être là, donc c'est pas moi qui ferai le premier pas, ça c'est à peu près sûr. S'il vient et qu'il me serre la main, je vais lui serrer la main. En plus, j'ose espérer que s'il vient... Ce sera pas pour lui serrer la main. Il me fasse plutôt une bise que me serrer la main. Moi, il peut s'approcher vers moi, je lui dirai bonjour, je lui ferai la bise. Hein. Enfin, je veux dire, moi, je l'ai toujours dit, moi, c'est encore mon frère. Hein. Noël et Isabelle arrivent les premiers au palais de justice. Et ce sont Laure et Éric qui vont finalement prendre les devants. Oui. Avec le sourire, ça aurait été bien. Bonjour. Le ton est donné. L'ambiance est glaciale. La famille va comparaître devant la présidente du tribunal de grande instance de Saintes. C'est elle qui va arbitrer le déblocage de l'argent de la succession réclamée par Noël. Cette audience est le premier round d'un combat judiciaire qui doit amener la justice à trancher sur le partage des terres familiales. Je vous en prie, asseyez-vous, installez-vous. Mais au lieu de ça, la juge va proposer une solution alternative. Il m'est apparu intéressant de pouvoir vous demander tous les trois de comparaître devant moi pour vous proposer une médiation. Dans ce type de dossier, il est intéressant que les parties puissent elles-mêmes trouver la solution, je dirais la solution affective à ce qui bloque dans le règlement juridique du litige. Et je pense vraiment que votre dossier s'y prête. La médiation, c'est une méthode de règlement des conflits à l'amiable. Les parties se retrouvent en terrain neutre devant un arbitre pour discuter, afin d'éviter un procès long et coûteux. La médiation n'est pas obligatoire. Pour la lancer, il suffit que tout le monde soit d'accord. Mais c'est loin d'être gagné. Ce sera peut-être l'occasion de renouer un dialogue avec notre frère, qu'on n'a pas eu depuis le décès de notre père en 2014. Monsieur Michaud, est-ce que vous donnez votre accord pour un dispositif de médiation ?
J'en sais rien du tout. Aujourd'hui, j'en sais rien. S'il n'y a pas d'accord, ben, c'est encore repoussé. Et moi, nous, on est dans une situation où je suis à sec. J'ai vraiment plus rien. Donc, je sais pas. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Le problème, il est là. Alors vous, c'est la temporalité qui vous inquiète? Ben, il faut quand même vivre, quoi. Noël hésite. Il était venu pour obtenir un déblocage en urgence de la succession, pas pour hisser le drapeau blanc. Mais la juge va le convaincre en utilisant l'argument financier. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Michaud? Je peux ordonner le déblocage d'une avance en capital. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ben, si c'est comme ça, pourquoi pas. Donc du coup, je repose la question, puisque j'ai besoin d'une réponse claire. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'une médiation soit ordonnée, monsieur? Bah oui, allons-y, on verra. D'accord, merci, monsieur. In extremis, Noël a accepté la médiation avec son frère et sa sœur. Et je vous souhaite une bonne journée. En échange de cette trêve, la juge a ordonné le déblocage d'une partie de l'argent de la succession, 100 000 € pour chacun. C'est cette partie-là qui a été décidée, va nous permettre de subvenir à nos besoins de la famille, quoi. Donc c'est déjà une avancée, ne serait-ce que pour nous, de toute façon. Je reste toujours sceptique, mais on verra. Dans l'audience que nous venons de vivre, on voit bien que rien n'est réglé. C'est presque contraint et forcé qu'il la valide, la médiation. J'ai pas l'impression qu'il ait vu que c'était une chance de sortir par le haut de cette situation. Il a mis le doigt dans un engrenage et il sait pas où il va. Frères et sœurs ont donc accepté de se reparler devant des médiateurs. Ils ne pourront alors plus s'ignorer et devront aborder franchement les raisons de leur conflit s'ils ne veulent pas retourner devant un tribunal. Quelques jours plus tard, Éric, le frère aîné de Noël, éleveur de vaches laitières, a toujours du mal à digérer cette confrontation. Allez. On y va les filles? Il ne comprend pas la colère de son frère, ni son acharnement à vouloir racheter l'ensemble des terres agricoles de la famille. Quand en revenant du tribunal, j'ai pris la route, j'ai 2 heures, 2 heures et demie de route. J'ai fait que cogiter pendant 2 heures, 2 heures et demie. Que je suis reparti, je suis arrivé ici, il fallait que je travaille, j'ai travaillé. Mais que la nuit, j'ai fait qu'y penser. Avec ma soeur, on ne comprend pas les doléances de notre frère, en fait. Il veut nous enlever le patrimoine familial en nous donnant, moyennant finance, l'équivalent du prix de la terre agricole. Mais l'argent de ces terres-là, c'est pas ça le patrimoine de nos parents. C'est bien la terre en elle-même. Pourquoi veut-il nous enlever cette mémoire-là? Les réponses à ces questions, Éric espère les obtenir au cours de la médiation, un moment où il pourra enfin se retrouver face à son frère. Ce que j'ai envie de lui dire, on arrête les conneries, on met les pieds sur terre, on y laissera tous des plumes. Vous y croyez un peu quand même? J'ai de gros doutes. Je vais être clair, j'ai de très gros doutes. Éric saura bientôt à quoi s'en tenir. La médiation est prévue pour le mois prochain. Doucement. Frères et sœurs auront alors une journée pour trouver un terrain d'entente. 24 heures pour crever l'abcès qui empoisonne la famille depuis plus d'1 an. Retour en banlieue parisienne, dans le pavillon de Blandine et Benoît, à Viroflay. C'est l'effervescence. La famille vient d'endosser un héritage plusieurs fois centenaire. Avant de démarrer une nouvelle vie dans un magnifique château de la Renaissance, c'est l'heure des cartons. Nous sommes noyés dans le bazar. C'est la veille du déménagement, on n'est pas du tout prêt. Bon, alors Thaïs, ton cartable, c'est bon? Je peux le ranger? Merci. Je mets dans le carton là. Ce projet de reprise du château familial a pris beaucoup de temps. Et c'est un soulagement pour Blandine de passer à une nouvelle étape. Je suis contente de partir, en fait. Je suis contente de déménager, là. De plus être séparée en deux, entre ici et là-bas. Les déménageurs vont vraiment arriver, là, ça y est. Et on va habiter à Septem. Donc on va pouvoir, à chaque fois qu'on se pose une question, y répondre sur place. Et arrêter de réfléchir dans le vide.
En habitant à Septem, Blandine va devenir l'héritière d'une histoire prestigieuse. Car ce château, c'est celui de sa famille. Il n'est habité que l'été, lors des réunions entre cousins. Le projet de Blandine et Benoît, c'est de le transformer en destination touristique pour supporter le poids financier de l'entretien. Avec leurs 4 enfants, ils s'installeront dans les dépendances du château. Ce matin, c'est la livraison des cartons et des meubles. Benoît est arrivé un jour avant le reste de la famille pour les réceptionner. Ça va être chaud. Il y a 80 mètres cubes de bazar qui viennent d'arriver. On emménage. Et déjà, une première difficulté. Les déménageurs doivent transvaser tout le contenu du camion dans un plus petit. Parce que le camion ne passe pas sous le porche. Le porche est du XVIe siècle, et au XVIe siècle, on n'avait pas anticipé qu'il y avait un camion de déménagement en 2018 qui allait devoir passer, voilà, avec des meubles Ikea. Ils n'avaient pas imaginé ça. Impec. C'est bon. Allez. Ici, la place ne manque pas pour stocker le contenu du pavillon de Viroflay. Salon. Les dépendances sont immenses. Salon. Salon. La famille ne sait pas encore comment elle va les occuper. On va vivre un peu en nomade cet été. Ça va être un été un peu spécial, hein, orienté vers la réouverture à la visite. Notre confort passera après, je crois, cette fois-ci. Et puis l'été prochain, ça ira mieux, je pense. Le déchargement va se poursuivre toute la journée. C'est là en face. Le lendemain, la famille, qui est arrivée entre-temps, est impatiente de retrouver le château. L'arrivée dans la cour d'honneur est impressionnante. L'endroit est austère et chargé d'histoire. Blandine est surtout émue de retrouver la maison de son enfance. Il y a beaucoup de souvenirs dans ces murs. C'est pas que des murs. L'architecture, pour moi, elle est familière. Elle fait partie de ma vie et de mes souvenirs. Je vois pas du tout Septem, ni la cour intérieure, ni rien, ni le château comme un monument. Pour moi, c'est un lieu vivant, un lieu. Voilà, je vois des personnes. C'est pas un château médiéval avant tout. C'est vraiment d'abord une maison de famille. Une maison de famille tellement imposante que personne n'en connaît précisément le nombre de pièces. Enfant, Blandine s'est souvent perdue dans le dédale des couloirs. Parmi les innombrables pièces du château, il y en a une où la famille a l'habitude de se réunir. Voilà, ici on est dans le grand salon. C'est une maison qui vit, c'est pour ça que les fauteuils sont sous housse, parce qu'on les protège pour l'hiver, parce que la maison vit surtout au beau jour. Donc quand c'est l'hiver, tout est mis sous housse à la fin de la saison, et puis on va se faire un grand ménage avant que tout le monde arrive. Voilà. Ici, vous avez des photos de mes arrière-grands-parents, Claude d'Albon, qui a épousé Charles-Louis de Kergorlay, mon arrière-grand-père. Ils sont une référence pour tous les actuels vivants de la famille. Eux sont très importants. C'est surtout l'arrière-grand-mère de Blandine, Claude d'Albon, qui a marqué la famille. Difficile de savoir ce qu'elle aurait pensé de cette succession. On a des oncles et tantes qui disent que c'était une femme résolument moderne et qu'elle aurait dit « c'est ce qu'il faut faire, allons-y » et qu'elle y serait allée à fond. Voilà. Et d'autres disent oui, et en même temps, elle aimait la vie de famille et elle voulait la préserver. Donc on est toujours dans cet équilibre entre moderniser le château et préserver cette vie de famille. En attendant l'ouverture du château au public, la famille a posé provisoirement ses valises dans ce grand bâtiment à l'angle des remparts, les Communs, des dépendances construites au XIXe siècle et un confort qui date de la même époque. C'est un peu le camping, là? Un petit peu. Bah, voilà, après, on n'est pas là pour beaucoup de jours, donc ça va très bien. Si la vie de château, c'est se reposer avec quelqu'un qui vous fait la cuisine, le ménage, qui fait votre lit, alors ça sera jamais la vie de château. Ces locaux vétustes, Blandine et Benoît ont prévu de les rénover intégralement. Ils veulent attirer un maximum de visiteurs et profiter de l'attrait que peut représenter un tel monument dans la région.
C'est à cet étage qu'on prévoit de mettre des chambres, les chambres d'hôtes. Alors on a des petites pièces on va casser les cloisons. La vue sera vraiment sympa pour les personnes qui logeront ici. Au rez-de-chaussée des communs, les écuries abriteront bientôt la boutique de souvenirs du château. Juste à côté, dans le garage, les vieux fiacres de la famille laisseront la place à une immense salle de réception. Des grands travaux pour lesquels Benoît et Blandine vont s'endetter pour de longues années. C'est très lourd financièrement, c'est 1,5 million, 1,5 million d'euros de travaux pour tout transformer. Il y a plus de 1200 mètres carrés de communs et tout de suite ça chiffre. L'objectif est de terminer les travaux avant le début de l'été pour l'ouverture au public. Gabriel, Marie-Liesse, Thaïs, à table. Vous venez? On va mettre la table, on passe la table. Un planning inquiétant qui n'empêche pas Benoît d'apprécier le cadre de sa nouvelle vie. Ce qui est agréable ici, c'est d'être en pleine nature, de pouvoir être dans un cadre très verdoyant, certes historique, mais simplement d'être sans bruit, signer les oiseaux, ça change de Paris. Et les pans. Ouais, et puis il y a les pans qui animent nos repas. Regardez. Non, ça marche pas. Raté. Ah, voilà, chorus. Eh oui. On se sent jamais seul. On se sent jamais seul. Malgré ce nouveau décor, Blandine est inquiète de la réaction des membres plus âgés de la famille quand ils découvriront les changements dans le château. Oui, il y a des doutes. Le château va être beaucoup plus ouvert à la visite qu'il ne l'était auparavant. Donc l'usage familial va forcément en être un peu modifié. Et c'est vrai que c'est pas facile pour eux qui ont connu Septem depuis 50, 60 ans comme une maison de famille qui leur appartenait, de se dire que le lieu va être ouvert et qu'ils pourront se trouver ici en même temps que les visiteurs, par exemple. Je prends les assiettes et les couverts. Les premiers visiteurs arrivent dans un mois, en même temps que la famille. Blandine et Benoît vont devoir gérer cette cohabitation s'ils veulent réussir en douceur la transmission du château. Périgueux, 30 000 habitants, la préfecture de la Dordogne. Frédéric, l'infographiste au chômage, suit la piste de Gilles, son frère disparu il y a plus de 20 ans. S'il le retrouve, il pourra enfin débloquer la succession de ses parents, un patrimoine de près d'1 million d'euros. Là, on est à Périgueux, pas très loin de la gare, parce qu'on m'avait donné une indication sur une place où mon frère pouvait prendre un café le matin. Sur cette place-là, oui, une belle place. Frédéric n'est pas ici par hasard. Après avoir écumé les réseaux sociaux, la piste de Périgueux est apparue. Son frère aurait été vu par des marginaux dans ce quartier populaire de la ville. Et il serait bien SDF. Alors Frédéric est venu avec un portrait robot fait maison. La photo d'un inconnu qui lui rappelle étrangement son frère. Par rapport à la photo d'identité que j'avais, là, il me fallait quelqu'un avec une barbe et un visage beaucoup plus vieux. Je me dis, si je le rencontre dans la rue, il pourrait ressembler à ça, aujourd'hui. Son portrait robot artisanal en main, Frédéric commence son travail de fourmi. Excusez-moi, monsieur, vous habitez à Périgueux? Oui. Parce que je suis à la recherche de mon frère, mais je ne sais pas si jamais cette tête-là vous dit quelque chose. Non, pas du tout. Non. Bon. Merci. Comment retrouver un fantôme dans une ville inconnue? Malgré les échecs, Frédéric ne se décourage pas et continue de quadriller le quartier. Enfin, je vous demande aussi à vous, monsieur. C'est un portrait robot que j'avais fait de mon frère. Parce que ça fait 21 ans que je ne l'ai pas vu, parce que normalement, il ressemblait à ça. Et je ne sais pas si vous l'avez vu dans le quartier. Dans le quartier, non. Après, allez demander au SDF. Eux vont peut-être pouvoir mieux vous renseigner, quoi. D'accord. Soudain, au comptoir, un habitué s'en mêle. Les photos ont attiré son attention. Je l'ai perçu une ou deux fois. Et vous l'avez rencontré où vous vous souvenez? Je crois une seule fois ici. Là, sur la place, hein? Oui, lycée de l'eau, pour boire, la fontaine. Ah, d'accord. Ouais. Ce visage vous dit quelque chose? Ouais. Vous l'avez vu combien de fois? 2 fois. Hein. Ah oui, mais il y a des moments que je n'ai pas vu. Hein. Ça me rassure. Ça fait dire que je suis sur la bonne voie. Je suis vraiment tout proche, quoi. Cela paraît trop beau pour être vrai. Grâce à de simples photos, Frédéric serait-il en train de retrouver la trace de son frère?
devant un grand magasin, un homme qui fait la manche va confirmer ses espoirs. Bonjour. Je recherche mon frère qui est dans la rue. Il ressemblerait à lui, quoi. Moi, ça fait 21 ans que je ne l'ai pas vu. Si, sa tête, ça me parle. Ouais. Mais vous l'avez vu, c'est gentil? Ouais, il n'y a pas longtemps, ça c'est sûr, parce que son visage, il me parle. Mais si je le vois, du coup, je... Bah, dites-lui que c'est son frère. Il est à Périgueux, en tout cas. Et c'est gentil, déjà, ça me donne plein d'infos. La moindre des choses, ça serait mon frère, ça serait pareil. Bah, c'est gentil, quoi. Un peu plus loin, c'est un couple de SDF qui aiguille Frédéric sur une nouvelle piste. Il faut essayer de faire le 115. Le 115, ouais, d'accord. Avec un appel gratuit. Ouais. Eux, ils vont pouvoir peut-être vous aiguiller sur... je dis bien peut-être. C'est jamais sûr, mais il faut toujours tenter. Ouais. Vous allez le retrouver. Oh, je vais bien finir, je pense, ouais. Bah, j'espère, parce que bon, la famille, c'est important, quoi. Bah oui. C'est gentil pour votre aide. Merci. Les services sociaux sont tenus à un droit de réserve. Et d'ordinaire, ils protègent les sans-abri de ceux qui veulent les retrouver. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis à la recherche de mon frère. Mais après plusieurs tentatives, Frédéric réussit à convaincre une responsable du 115 de lui donner quelques informations. On connaît bien votre frère depuis plusieurs années. À maintes reprises, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Il était plutôt hébergé de droite à gauche ou dans des hébergements de fortune. Mais ça fait plus de 2 ans que nous n'avons pas de contact de sa part. 2 ans, d'accord. Oui. 2 ans, c'est le délai au bout duquel les sans-abri sont effacés des fichiers du 115 s'ils ne sollicitent pas l'aide des services. Mais la responsable a une preuve de vie beaucoup plus récente. Moi, pour l'avoir vu il y a quelques mois à vélo, donc je suppose qu'il est toujours là, mais il allait aussi peut-être du côté de Bordeaux. J'ai les moyens de pouvoir changer sa vie, enfin de faire en sorte qu'il soit en sécurité. Pas sûr qu'il accepte, il accepte peu de choses, votre frère. Il est très dur à l'encontre de sa famille. Je sens qu'il y a un passé lourd. Si on est amené à le rencontrer, c'est sûr qu'on fera passer l'information et on le lui indiquera. Bon courage et bonne chance. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Ça rajoute encore plus à l'espoir que j'ai de retrouver mon frère. Donc ça confirme, c'est une confirmation supplémentaire. Pour le moment, je suis confiant, rempli d'espoir. Donc je crois que c'est ça, dans un premier temps, qui compte. Frédéric va-t-il toucher au but? S'il retrouve Gilles, les 2 frères hériteront chacun de plusieurs centaines de milliers d'euros. Largement de quoi sortir tous 2 de la précarité. Quelques semaines plus tard, dans la banlieue de Bordeaux, Frédéric n'a pas réussi à remonter plus loin la piste de son frère. Mais alors qu'il commençait à perdre espoir, il a reçu une convocation de la notaire chargée du dossier. La première depuis plus de 2 ans. Bonjour monsieur, vous allez bien? Bien. Le généalogiste employé pour retrouver Gilles a finalement bouclé son enquête. Ses conclusions sont exactement les mêmes que celles de Frédéric. Le généalogiste que nous avions mandaté ensemble a eu des contacts avec des personnes qui le voyaient. Aujourd'hui, on a votre frère qui, pour des raisons personnelles, fait en sorte de ne pas être retrouvé alors qu'il est vivant. Les recherches officielles sont donc un échec. Pour débloquer le dossier, la notaire va enfin proposer une solution à Frédéric. Aujourd'hui, on n'a pas réussi donc à le retrouver. On doit prendre une autre voie de procédure. Oui, voilà, c'est justement ma question. Oui. Cette voie, elle est judiciaire. Oui. On va pouvoir désigner un administrateur qui gérera les biens de votre frère. Un administrateur nommé par un juge va donc représenter l'héritier absent et signer à sa place la vente des maisons. L'argent sera bloqué et à sa disposition s'il souhaite le récupérer. S'il décède sans s'être manifesté, sa part reviendra à sa fille Léa. Frédéric, lui, repart avec 10 000 € d'avance sur l'héritage pour pouvoir assurer et entretenir les maisons jusqu'à leur vente. Ça risque de durer encore longtemps? Sûrement, oui, 1 an. Encore 1 an, ça va être long. Pour moi, l'héritage, c'est un poids supplémentaire. Je m'en serais bien passé.
Et toute la gestion et les problèmes, mais ça avance, ça avance. Après de longues années de galère, Frédéric devrait tout de même hériter d'environ 300 000 € une fois les frais de succession payés. Largement de quoi sortir de la précarité et commencer une nouvelle vie. Au bord de l'océan, à la ferme d'Angoulins, Noël a accepté de suspendre son action judiciaire contre son frère et sa sœur et d'entamer une médiation. Un processus qui va peut-être permettre de comprendre enfin les raisons profondes du désaccord au sein de la fratrie. Le face-à-face aura lieu à La Rochelle, dans un centre de médiation désigné par la juge en charge du dossier. Mais les deux camps sont d'abord reçus séparément pour préparer la confrontation. Accompagnés de leur avocat, Laure et Éric vont être les premiers à raconter leur version de l'histoire. Enchantée, bienvenue. Bonjour monsieur. Myriam Baquet et Cédric Garrigue font partie du millier de médiateurs professionnels, souvent des juristes, qui sont nommés par la justice pour résoudre des conflits. Les médiations sont d'ordinaire strictement confidentielles. Voilà, je vous en prie, asseyez-vous. C'est la toute première fois qu'une caméra est autorisée, avec l'accord des parties, à suivre le processus. On est vraiment là pour vous écouter, totalement, raconter votre histoire, ce qui s'est mal passé, parce que si nous sommes là, c'est qu'il y a eu effectivement une erreur dans le parcours familial. L'avantage d'une médiation, c'est qu'on n'est pas en train de purement parler de chiffres. On n'est pas en train d'aligner les chiffres d'une succession. On va effectivement toucher à la relation et vous inciter à travailler sur cette relation. C'est toute l'originalité du procédé. Contrairement à un juge, qui applique froidement des textes de loi, la médiation démonte les ressorts affectifs et psychologiques du conflit. Et ça peut faire mal. Il a coupé le dialogue, c'est lui qui l'a coupé. D'accord. Donc il ne sait pas que vous souffrez? Non, je pense pas. Se retrouver face à un avocat, un tribunal, une médiation. Honnêtement, ça fait beaucoup trop par rapport à une idée que j'avais de ma fratrie. Et j'étais persuadée que jamais ça nous arriverait. Pour garantir les meilleures chances de succès le jour J, tous les aspects de la rencontre sont passés au crible, car un simple détail peut faire échouer la médiation. Est-ce qu'éventuellement, on peut autoriser votre belle-sœur éventuellement à venir? Moi, quand je m'adresse à mon frère, j'ai besoin que ce soit mon frère qui me réponde. Je ne souhaite pas que ce soit ma belle-sœur qui me réponde. Je ne souhaite pas qu'elle soit autour de la table. Mais si la décision de dire non, on ne veut même pas qu'elle soit dans les locaux, ça signifie stop à la médiation, je refais tour en arrière en disant OK pour qu'elle soit dans les locaux. Je ne souhaite pas que ce soit une excuse pour pas qu'il y ait de médiation. Les médiateurs vont aussi tenter d'identifier les points de convergence sur lesquels les protagonistes pourraient se retrouver. Qu'est-ce qui fait que votre frère pourrait accepter en médiation ce qu'il n'a pas accepté jusqu'à présent? Je compte vraiment sur nos valeurs reçues, tous autant qu'on est. C'est pas nos parents à tous les deux, c'est pas son patrimoine familial, c'est nous trois. Il n'est pas plus légitime que nous pour hériter des terres. C'est important. Et ça, vous sentez que vous pourriez lui dire j'aurais aussi? aucun problème à lui dire, oui. Laure et Éric auront bientôt l'occasion de pouvoir vider leur sac. En attendant, quelques jours plus tard, c'est au tour de Noël et de sa femme Isabelle d'être reçus par les médiateurs. Vous voulez l'histoire? Je ne sais pas où commencer, pas facile. Mes parents, ils ont dit, on a 3 enfants, 2 et puis 1. Ça a toujours été ça. Et pour vous, le plus sain, c'est vous? Ah oui. C'est vous. Ah oui. Eux, il y a toujours eu beaucoup plus d'entente entre eux. Et puis moi, de mon côté, quoi. Vous êtes prêt à parler de votre relation avec vos frères et sœurs? Je vois pas à quoi ça sert, à quoi ça servira. Ils veulent commencer par là. Ils ont besoin de parler de... Ah, ils veulent s'expliquer pourquoi ils m'ont pris pour un con? On vous demande simplement de vous respecter, voilà, dans vos différences, de ne pas vous couper la parole. Moi, je veux bien respecter les autres, mais quand on me respecte. Et quand on m'a manqué de respect, j'ai du mal à respecter, par contre. Imaginons, je dis n'importe quoi, mais que votre frère s'excuse, par exemple. Lui, s'excuser? Oui. Ça me surprendrait beaucoup.
Et vous, est-ce que vous seriez capable de vous excuser de quelque chose si mettre sur la table quelque chose qui aurait pu être de l'ordre de la blessure pour eux? Ils m'ont trop pris pour un con. Ils ont été trop loin. Ils m'ont blessé profondément. Vous avez la chance de votre vie de pouvoir dire à votre frère et à votre sœur, entre quatre yeux, vraiment, comment vous, Noël, vous analysez la situation de la fratrie et la façon dont eux vous voient. Oui, mais ça ne changera rien. C'était comme ça, point barre. Ça changera beaucoup. Ça changera énormément. Tout ce qui est du domaine du non-dit sera nuisible à la médiation. Il faut que ça sorte. Les médiateurs commencent à prendre la mesure du fossé qui sépare Noël de son frère et de sa sœur. Blessé, en colère, il se sent pris au piège. D'autant qu'il est seul contre deux. Et en plus, il risque d'être obligé de se passer de son unique soutien. Votre frère et votre sœur, eux, ne souhaitent absolument pas que les conjoints soient là. Pour eux, c'est impossible que les conjoints soient là. C'est bizarre, je m'y attendais. Moi, si ma femme n'est pas à mes côtés, il n'y aura pas de médiation. Pourquoi c'est... Alors, si... Allez-y, 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 allez-y. Dites les choses. J'en ai encore marre que ce soit eux qui décident. Nous, on décide de faire tout en commun et eux décident que ce soit sans les conjoints. Donc, je dois dire non. Je dois dire OK, c'est sans les conjoints. Non. Encore une fois, ceux qui décident. D'abord, non, c'est pas ça. Bah, si. C'est pas ça parce que c'est nous qui vous proposons de réfléchir à la présence de votre épouse dans la médiation. Pour Noël, la confrontation qui approche s'annonce comme une épreuve. Isabelle sera finalement autorisée à venir soutenir son mari, mais à l'écart, dans une autre salle. Dans la tête, c'est le brouillon, c'est le fouillis, c'est le foutoir. C'est beaucoup de trucs qui reviennent, c'est des complications, de l'humain auquel on touche et qui fait mal. Je visualise pas le rendez-vous, on verra. En France, on estime que 70% des médiations aboutissent à un accord. Mais pour celle-ci, c'est très loin d'être gagné. Noël sera fixé dans 2 semaines. À Septem, c'est la veille du grand jour de l'ouverture du château au public. Depuis leur arrivée, Blandine, Benoît et leurs enfants ont transformé le château. Donc il faut enlever les housses, les cocos. C'est la poussière. Attention, il faut ramasser la poussière. Hein. Faut les plier, vous savez, en les déhoussant. De nombreuses pièces du château ont été remeublées. Un parcours de visite a été installé, comme ici dans le grand salon, ou encore ici, dans la cuisine. Elle est extraordinaire, cette table. Oh, c'est Romain qui l'a cirée. Aidé par 3 stagiaires, Benoît a réaménagé le château. On ne touche pas le mur. La salle des gardes accueille maintenant une collection complète d'armes du Moyen-Âge. Là, on a les armes de jet. Là, je voudrais mettre l'arbalète comme ça, ici. Des casques, des épées, des reproductions que Benoît a achetées en partie grâce à une collecte de fonds. Pour donner un aspect moyenâgeux au site, ils ont récupéré de nombreux accessoires, comme ces costumes que la mère de Blandine a confectionnés et qui se trouveront dans la boutique du château, encore en plein aménagement. Bon, et alors là, ce sont tous les costumes que l'on vend. Et pour compléter l'offre commerciale, il y aura des livres, des jouets et aussi des glaces. Sauf qu'à voir le chantier en cours, difficile d'imaginer que l'ouverture est pour demain. Vous êtes prêts? On le saura. Ah On sera prêt. Non. On sera prêt autant qu'on peut l'être. Voilà. C'est ça. Il y a encore quelques... J'adore la réponse. Ce matin, j'étais en train de faire le dépliant en pyjama, les petits panneaux pour expliquer quelle pièce est quelle pièce, le petit dépliant que les personnes auront entre les mains. Il n'était pas fait, ça part sous impression. Et à 15h, on va les chercher. Vous voyez, on est un peu ric-rac. Heureusement qu'on manie PowerPoint. Le lendemain matin, c'est le jour d'ouverture du château au public. Mais avant cela, les premiers membres de la famille arrivent. La tante de Blandine, Odile, vient de Belfort avec son mari. Le couple a toujours soutenu le projet de reprise du château par Blandine et Benoît. Écoutez, ce qui est d'important, c'est qu'on se retrouve, on est plusieurs à venir, donc ça prouve que tout le monde est content, que ça reste dans la famille. Voilà, c'est ça qui est important. C'est au tour du cousin de Blandine d'arriver de Lyon. Emmanuel est venu pour quelques jours en famille avec son épouse et leur fils Gabriel. Bonjour tante Odile. Mais son arrivée risque d'être bousculée par la nouvelle organisation.
Blandine en grande... Première surprise. En grande tenue. Bonjour Blandine. La nouvelle apparence de sa cousine. Je pense que dans 5 minutes on ouvre. Enfin, je sais pas quelle heure il est. Si oui, effectivement, dans 10 minutes. Donc j'ai 10 minutes pour vider mon coffre. Ouais, parce qu'il y a déjà les gens devant qui attendent. Tout le monde dehors. Tout le monde dehors. Bon, 10 minutes pour décharger. Sur le petit parking à l'entrée. Il faut décharger très vite pour laisser la place aux visiteurs. Mais bon, c'est possible. Hein. C'est agréable. Surtout qu'aller au 2e étage avec des valises chargées, ça relève presque d'un exploit. Ouais, c'est sportif, l'arrivée à Septem. À l'intérieur du château, Benoît, lui, procède aux derniers ajustements avant l'ouverture. Ah! Si je me vautre, ça va pas le faire. Ça fait table dressée, quoi. On passe à table, là. Des plumes de paon, des fleurs et des plumes de paon. Allez. Tout est prêt? Tout est prêt. Rien n'est prêt. La table a été dressée car elle fait partie du circuit de visite qui va bientôt commencer. De son côté, Emmanuel a tout déchargé. Il peut sortir sa voiture de l'enceinte. Mission accomplie. Il faut être très organisé. Et là, pratiquement dans les temps, pour l'ouverture des visites, donc c'est parfait. Il est 10 h. Le château ouvre ses portes. Et dès le porche franchi, les touristes passent par la boutique pour acheter leurs tickets. C'est ça. C'est €. Ah bah très bien, alors vous allez avoir le tarif réduit. Blandine tient la caisse. 9 € la visite du château, qui sera assurée par son mari, en tenue d'époque et aux couleurs de la famille. Mais Benoît ne maîtrise pas encore tout. Je sais pas comment ça se met, ça. Belle maman, Blandine, tu sais comment ça se met, ça? Ça, c'est le problème des... On atteint vite nos limites. Allez, en route. Benoît va donc animer sa première visite guidée, une visite axée sur le quotidien de la famille. Ici, nous sommes dans le premier salon du château. Ce premier salon, c'est le lieu de retrouvailles de la famille l'été. Mais c'est dans la salle à manger qu'il aura le plus de choses à raconter aux visiteurs. Les usages de la famille, tels que je les vis. Hein. Il faut faire très attention quand on est une pièce rapportée comme moi. Il ne faut pas se mettre trop au centre de la table tout de suite. Parce que le maître de maison se met là. Et ensuite, il y a tout un code, quoi. Hein. Le prêtre est pas loin, et puis après, ça se distribue par âge. Nous, avec ma femme, on est toujours à peu près là. Un peu plus loin, dans le château, Emmanuel, le cousin de Blandine, découvre lui aussi le circuit de visite. Et notamment celui du grand salon auquel la famille est si attachée. Ah oui, ça a bien changé aussi ici. Enfin, je retrouve l'esprit de la maison, mais ici, on est plus effectivement dans une pièce musée maintenant. Mais eh bien, voilà, on sait qu'il y a quelques endroits où nous ne vivrons plus les mêmes choses qu'avant. Emmanuel fait bonne figure, mais malgré tout, il encaisse le coup. Septem, voilà. Comme si cette corde l'empêchait d'accéder à ses souvenirs familiaux. Là, on sent que c'est quand même plus fermé. C'est vrai qu'on a envie de passer de l'autre côté. On a, effectivement, je me revois quelques années ici, on avait fêté aussi les 80 ans de ma grand-mère dans cette pièce-là. Donc, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés là. Ça me montre vraiment que quand même, il y a des choses qui ont changé. Mais oui. Effectivement, le château a changé de visage depuis ce matin. Ouais! Wouh! 3. Des attractions sont proposées un peu partout. Tir au trébuchet, travail sur le cuir, atelier de calligraphie. Les visites s'enchaînent et le public déambule dans les salles du château, provoquant parfois des scènes assez surréalistes entre les occupants des lieux et les touristes. Déambuler, comme je vous l'ai dit, la famille se retrouve pour prendre le café. Ça fait partie du décor, exactement. Pardon.
La famille vient de s'agrandir tout d'un coup, là. Il y a énormément de monde, c'est merveilleux. C'est vivant, personnellement, ça me dérange pas. Il est maintenant 19h. Les visiteurs quittent le château. Si vous voulez, bye bye. Bye bye. Oui, bye bye. Bye bye, King. On boira à votre santé. Ah, mais très bien. Au cours de l'été, la famille a repris possession de son château. Tante Odile et son mari s'occupent de dresser la table, mais comme chaque soir, ils doivent d'abord enlever la vaisselle exposée pour les touristes. Emmanuel, lui, est chargé de remettre de la lumière. Nous mettons les chandeliers avec les bougies pour les visites, et là on est un peu plus moderne lorsqu'on utilise la salle à manger, en utilisant les moyens modernes. Des moyens modernes très relatifs. Ici, l'électricité date du siècle dernier. Pour dresser la table, Tante Odile a ses petites astuces. Le centre, c'est le poêle. On part de là. C'est autour de cette grande table que toute la famille a appris les bonnes manières. Cela vaut pour la génération d'Emmanuel, comme pour celle d'Henriette, son autre tante. Normalement, c'est fourchette couteau comme ça. Si vous voulez, ça c'est vraiment ce qu'on nous a appris ici. Enfin, appris même pas, mais c'était comme ça. C'est vrai que du coup, moi, chez moi, j'ai tendance à refaire pareil. Et ici, il y avait, là, la sonnette. On appuyait dessus, avec le pied, pour appeler les personnes qui montaient les plats après. Voilà. Ça ne marche plus? Non, elle a dû être débranchée. Ben non, parce que attends, c'est nous qui montons les plats. Même si le château n'est plus tout à fait ce qu'il était du temps de leurs ancêtres, ici, rien ne semble avoir changé depuis des années. Comme le son de la fameuse trancheuse à pain. Petit, c'était la folie de jouer avec eux. Et on a toujours dit de faire très attention à ne pas se couper, etc. Au moment de passer à table, la place centrale, qui doit revenir normalement aux propriétaires des lieux, c'est-à-dire à Blandine et Benoît, est proposée aux plus âgés de la famille, l'oncle Philippe, le prêtre. Un détail anodin, mais qui est en fait très révélateur. Ce qui est un peu surprenant, c'est qu'on pourrait penser que comme nous sommes propriétaires, les choses ont changé. En fait, pas du tout. Moi, je me retrouve comme les étés précédents. Les anciens président la table et on se déverse selon les âges à droite et à gauche de la maîtresse de maison, en fonction de son âge. Et moi, je me trouve à cette place-là, qui n'est pas la place du propriétaire, et ça me va très bien. Je suis très heureux, au contraire, que tout soit comme avant. Devant cette grande tablée, Blandine et Benoît peuvent se réjouir. Ils ont réussi leur pari. Au final, malgré les touristes, la plupart des habitués du château sont venus passer leurs vacances à Septem, comme si rien n'avait changé. Il y a tout de même un membre important de la famille qui n'a pas voulu venir cet été et qui est pourtant très attaché à ce château. Celui qui a transmis Septem à Blandine et Benoît au nom de sa famille. L'oncle Gabriel a mis un peu plus de temps que les autres à revenir ici et a accepté de voir le nouveau visage du château familial. Malgré tout, il n'a aucun regret pour cette succession. Quand on a un truc comme ça, il faut essayer de le laisser quelque part dans la famille, même si c'est plus tout à fait comme avant. Il y aura certainement une souffrance, il n'y a pas de doute. Mais bon, il faut minimiser tout ça. Et puis, petit à petit, j'espère que tout le monde sera convaincu que c'était une très belle solution. Si Septem est un exemple rare d'un héritage familial réussi, c'est avant tout parce que certains l'avaient anticipé. À Angoulins, c'est une succession mal préparée qui va peut-être enfin se régler aujourd'hui. Noël, l'agriculteur, a la possibilité de mettre un point final au conflit qui l'oppose à son frère et sa sœur sur le partage des terres familiales. Au centre de médiation de La Rochelle, tout est prêt pour le face-à-face. Bonjour. Bonjour. Vous êtes les premiers. Venez, on va vous offrir un café. Ou non? Une camomille. Alors une camomille, allez, une camomille, on en a. Si la médiation réussit, la succession sera réglée dès ce soir. En cas d'échec, c'est le retour au tribunal pour des années de procédure. Les jambes, elles n'ont qu'une envie. Vous n'avez pas envie d'être là? Non.
Tout le monde est tendu, hein. Même nous, quand on commence une médiation, il y a un enjeu, il y a une appréhension, c'est normal. Ça va bien se passer. On verra. Vous sens sceptique, hein. Vous allez être dans une même pièce et nécessairement, vous allez échanger. Vous allez enfin pouvoir vous dire des choses. À mon avis, vous auriez peut-être dû vous dire depuis très longtemps. Bonjour. Bonjour. Allez-y. Je vous offre aussi un café. Ouais. Bonjour. Après plus de 8 mois de brouille, frères et sœurs n'ont plus le choix. Aujourd'hui, ils vont devoir se reparler pour de bon. Et la glace ne va pas être facile à rompre. Tout comme un procès, les médiations judiciaires sont d'ordinaire interdites aux caméras. Exceptionnellement, nous avons pu assister à ce huis clos, avec l'accord des parties. Bienvenue à vous trois dans cet espace de médiation. On vous remercie d'avoir pris le temps aujourd'hui de vous rencontrer. Alors, pour commencer, juste derrière vous, vous avez des cartes métaphoriques et on va vous demander de choisir une carte qui dit quelque chose de l'état d'esprit avec lequel vous êtes ici et maintenant. La carte qui symbolise votre état d'esprit. Hein. La réunion commence comme un jeu et c'est pourtant très sérieux. Un peu comme dans une séance de psychothérapie, les dessins vont permettre au médiateur de prendre la température. Laure et Eric choisissent une carte pour deux. Et c'est d'abord à Noël d'expliquer son choix. Vous avez choisi rapidement. Le labyrinthe. Le labyrinthe. Voilà, le labyrinthe. Alors, qu'est-ce que ça symbolise? Être perdu. Oui. Être perdu. Dommage d'en arriver jusque-là. La vie pourrait être plus simple, quoi. Et pas trouver le chemin encore pour l'issue. Laure, Eric, vous avez choisi le pont. Le pont. Bah ouais. La médiation, c'est le pont pour revenir les uns vers les autres. D'accord, ça va vous relier en fait. Bah oui. À tour de rôle, les deux camps ont maintenant 10 minutes chacun pour exposer leur propre vision du conflit et évacuer les vieilles rancœurs. Il est interdit d'interrompre celui qui parle, quoi qu'il arrive. Bon, papa était un peu dur. Moi, je me rappelle avoir pris des sacrés volets. Hein. Il a toujours fallu que je fasse des preuves auprès de mon père. Tout le temps, enfin, que ce soit au niveau boulot, au niveau personnel. Il a tout le temps fallu que je prouve, quoi. Et puis aujourd'hui, en fait, j'ai plus de preuves à faire. Et même à vous, j'ai rien à prouver, quoi. J'ai ma place, moi aussi, je pense. Voilà, je me suis senti, en fait, trop sous-estimé, quoi. Pour la première fois, Noël va oser dire à Eric et Laure les raisons intimes pour lesquelles il se sent blessé. Des griefs qui remontent en fait à de longues années. À mon propre mariage, j'ai pas pu ouvrir le bal de mon mariage comme un marié le fait. Laure s'ennuyait et avait demandé au DJ, un copain à moi, de mettre la musique parce qu'il s'ennuyait à table. Je trouve des trucs comme ça un peu dommage, quoi. Eric, quand il venait le week-end ou quoi, voir les parents, et c'était en permanence des critiques. Juste des petits pics, des regards, des soupirs, et juste des petits trucs qui, mis bout à bout, sont fatigants, quoi. Donc en fait, à un moment donné, j'ai décidé de prendre des distances par rapport à vous, parce que je me sentais blessé, je voulais plus être blessé. J'en avais marre d'être blessé. Je me sens un peu comme une poupée vaudou, là, qu'on lance des pics. Et pour l'instant, les pics, ils sont encore hauts. C'est au tour du camp adverse de prendre la parole. Merci, monsieur. Pardon. Ça va aller. Il faut juste le temps que je démarre. Allez-y. Moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses que je vis très mal. Donc, j'ai besoin de le dire. Tu t'es complètement fermée. Alors, je comprends aujourd'hui parce que tu t'es fermée, parce que tu te sentais jugée. Ça n'était pas du tout l'objectif. Bien au contraire. Je suis vraiment désolée qu'on n'ait pas pu se le dire aussi simplement avant ça. Je ne t'en veux absolument pas d'avoir pris la maison. J'ai plutôt envie d'être fière que tu aies continué cette histoire. En revanche, on a senti une fermeture à la famille. Et quand on a voulu, le jour de l'enterrement de maman, tu sais, je vous ai demandé
à tous les deux, Isabelle et toi, si vous seriez d'accord qu'on fasse la retrouvaille des familles là après l'enterrement. Est-ce qu'on peut se retrouver? Et tu l'as refusé, il a fallu que je me démène auprès de la mairie pour trouver une salle pour accueillir la famille. C'est que tu nous as fermé la maison. Peut-être que c'était pas ton intention. Mais en tous les cas, c'est comme ça qu'on l'a ressenti. Dans l'intervention de Laure, on ressent, on entend beaucoup d'émotions. C'est beaucoup d'émotions. Je crois que c'est beaucoup d'émotions pour vous. Ça fait 2 ans que j'attends de parler. C'est beaucoup d'émotions pour vous trois, Laure, je pense, mais qui n'est peut-être pas exprimée de la même façon. Mais oui. Je crois que vous êtes tous émus aujourd'hui et la prise de parole est importante. À partir de maintenant, frères et sœurs ont le droit de se parler directement pour se justifier. Pour le décès de maman, se retrouver sur le site, pour moi, il en était pas question. Utiliser un bout d'hangar et tout, c'était au mois de mars, il faisait pas très chaud. Alors, dans le grand bâtiment, bon, je fais aussi pas mal de mécanique et tout, c'est un merdier monstrueux. C'était symbolique, hein, le point de ralliement, Noël. C'était pas pour juger du bazar ou quoi que ce soit. Non, mais c'est juste symbolique. Là, c'était pas une histoire de jugement, c'était une histoire de place. J'ai peut-être des paroles. Et puis en plus, effectivement, j'aime bien piquer un peu et quand il y a de la réponse. Oui, je comprends que, effectivement, ça peut le blesser. Maintenant, il m'a aussi dit des choses qui ont pu me blesser. Aujourd'hui, j'en fais pas de cas. Il y a une autre chose que j'ai notée et que là, ça me reste là, parce que vraiment, que je t'ai empêché le jour de ton mariage d'ouvrir ton bal. Oh, je te jure, hein. Là, tu vois, alors j'en ai aucun souvenir, mais là, j'aurais préféré que tu viennes me voir en disant écoute, Laure, là, tu te rassois, c'est mon mariage. C'est trop tard, la musique était lancée. Non, mais Noël, enfin, tu pouvais venir me voir. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? J'apprends ça aujourd'hui, enfin. Donc cette anecdote-là, c'est pas si anecdotique que ça. Parce qu'a priori, c'est encore une blessure pour toi. Est-ce qu'il y a la possibilité de construire l'avenir sur ce passé qui vous appartient et qu'on ne pourra pas réécrire? Pour moi, elle n'est pas encore détruite, cette fratrie. Elle vient de prendre un coup, mais elle n'est pas... C'est là où on verra la force de la fratrie. Hein. Je pense que d'ailleurs, si on est aujourd'hui autour de la table, c'est parce que cette fratrie, elle est encore là. Comment vous le sentez, vous? Espérons que ce sera qu'une parenthèse. Qu'on perde pas la famille, on a déjà plus de parents, donc... Donc ça reste quelque chose d'important pour vous, hein? La famille, elle est pas grande, quoi. Puis on en a qu'une. Merci. À la fin de la matinée, les médiateurs semblent avoir trouvé un socle de discussion autour des valeurs familiales communes. L'émotion est forte. Allez, on va dehors. Aujourd'hui, il n'arrive même pas à nous regarder en face, quand même, encore. Moi, je pleure, lui, non. Parce qu'il n'a pas d'argument. Oui, mais non, c'est son expression du stress. Moi, je pleure, c'est pas mieux. Le déjeuner est organisé sur place afin de prolonger le huis clos. Alors là c'est épinards, carottes roquefort, ou l'autre c'est poisson. Mes frères et sœurs sont encore loin de manger ensemble. Noël préfère s'enfermer dans une pièce avec sa femme Isabelle et leur avocat qui vient d'arriver. Ce qui est essentiel pour nous, c'est qu'ils se parlent vraiment et ils s'écoutent. Je dirais le plus dur est fait. Maintenant, on est sur les solutions. Mais les solutions, on va les trouver. Ça, ils vont les trouver, c'est certain. Laure et Eric, quand vous voulez. La fratrie peut désormais aborder le cœur du problème. Le partage des terres familiales autour de la ferme. Cette fois-ci, Isabelle est invitée à la table des négociations. Il y a aussi les avocats et les notaires chargés du dossier. L'enjeu, ce sont les champs autour de la ferme. Noël voudrait les racheter à son frère et à sa sœur pour pouvoir continuer à les cultiver. Mais Eric et Laure ne sont pas prêts à les céder à n'importe quel prix, car ils pensent qu'à terme, ces terres pourraient passer constructibles et voir leur valeur multipliée par 100. Lorsqu'il lui demande une somme exorbitante pour une parcelle située derrière la ferme, Noël explose. Quand on dit qu'on a attaché la terre, qu'on réclame une somme comme ça, enfin, à un moment donné, je sais pas, ça va trop loin. Là, je suis désolé, l'esprit de famille, le respect, ce que nos parents nous ont inculqué, tout, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Je t'ai dit, ils m'ont demandé combien. Quand j'entends ça... Nous, on n'est plus dans le partage égalitaire, on est dans la paix. Ah non, là, c'est... maintenant... Honnêtement, on est dans la paix. Noël et Isabelle sont à bout. Pour en finir, ils vont renoncer à racheter les terres convoitées par Eric et Laure.
Une concession qui a du mal à passer. Ça va? Non. Je pense qu'il faudrait que tu évites de me poser des questions en sortant, quoi. Il faut que j'encaisse. Je risquerais de pas être objectif en réponse. Ils ont pas tout gagné quand même. Une pure. Il aura fallu une journée entière, mais l'accord de médiation est enfin sur le point d'être signé. On y va. Les parcelles en jeu vont être réparties à égalité entre les 3 frères et sœurs. Éric et Laure restent donc propriétaires d'une partie des champs cultivés par Noël. On vous remercie vraiment de cette journée de médiation, des efforts qui ont été faits. Et on vous souhaite une bonne continuation à chacun dans vos vies. Merci à vous. Voilà. Merci. On a trouvé une solution, tous les 3, et c'est là le plus important. Oui, satisfait parce que du coup, voilà, cette partie-là est terminée et on peut passer à autre chose maintenant. On a au moins pu parler avec notre frère et ça c'était important. Le conflit familial est derrière nous et ça c'est quelque chose qui n'a pas de valeur financière. C'est ça quoi qui est important. Le conflit familial est derrière nous. Mais les adieux ne sont pas beaucoup plus chaleureux que le matin. Noël et Isabelle partent sans un mot. Au revoir. Au revoir. Quelques jours plus tard, à la ferme d'Angoulins, nous retrouvons Noël en pleine moisson. L'accord de médiation a tracé des frontières invisibles à travers les parcelles familiales, désormais coupées en 3. Noël n'est pas parvenu à pérenniser son exploitation comme il l'espérait. Il commence seulement à encaisser. Alors j'ai eu des moments de très forte colère, envie de tout défoncer et de foutre le camp. Ils ont tout simplement reconnu qu'ils voulaient les terres pour l'argent. Stop. Uniquement ça. C'est ce qui me gêne quand même parce qu'ils ont parlé du respect de nos parents, du respect de ce que nos parents ont fait et tout ça. Là, le respect, je vois pas où il est. La médiation judiciaire a tout de même servi à trancher en une seule journée un conflit qui aurait pu durer des années. Mais elle n'a pas suffi à réconcilier Noël avec son frère et sa sœur. Peut-être que dans certaines familles, ça peut recoller les bouts. Probablement, et j'ose espérer. Ça n'a pas recollé les bouts de notre famille, non, ça c'est sûr. Mon frère et ma sœur, ils ont récupéré des terres. Mais j'ai envie de dire, quelque part, c'est le prix d'un frère, quoi. Parce qu'ils ont perdu leur frère. Ils le savent peut-être pas, mais ils l'ont perdu. Une déchirure qui aurait sans doute pu être évitée si les parents de la fratrie avaient anticipé leur succession. Les 3/4 des Français avouent ne pas avoir préparé la transmission de leur patrimoine.